Bonjour. Marlene Weber, effectivement, je travaille au Commissariat général au développement durable, qui est donc au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je vais vraiment faire un très rapide panorama de ces dernières évolutions du cadre réglementaire qu'a évoqué monsieur l'animateur dont j'ai oublié le nom. Monsieur Russani. Jonathan. Très bien. On peut principalement citer ces trois dispositifs. La loi, dans l'ordre, c'est la loi Egalim, sur l'alimentation. En 2018, la loi AGEC en 2020, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, et la loi climat en 2021. La loi climat et résilience. Je voudrais d'abord rappeler deux grands objectifs qu'il faut avoir en tête, je pense, un peu tout au long de la journée. C'est d'ici 2025, 100% des contrats de la commande publique qui comprennent au moins une considération environnementale en 2025 et 30% qui comprennent au moins une considération sociale. Le deuxième objectif n'est pas inscrit directement dans la loi climat et résilience, mais dans le PNAD, évoqué par Monsieur Nicolas, le plan national des achats durables qui a été récemment publié en mars de cette année et qui est assez ambitieux, et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, on va attaquer la première table ronde de cette journée, la table ronde sur la loi climat et résilience, avec trois intervenants. Donc Madame Marlene Weber, que je vous ai déjà présentée. Ensuite, Madame Nathalie Paillon, de l'Obsar, qui va nous présenter l'Obsar, les outils qui sont développés aussi en lien avec les thématiques de l'achat éco-responsable. Et enfin, Madame Priscilla Rabier, de la région Grand Est, qui est chef de projet économie circulaire à la direction énergie, climat et économie circulaire de la région, qui va présenter des outils aussi déployés, notamment les groupes de travaux éco-responsables. Voilà, je vous repasse la parole, Madame Weber, pour le début de cette table ronde. Toujours assez rapidement, je disais que si les autres dispositifs étaient plutôt de nature sectorielle, la loi climat et résilience touche tous les marchés, tous les contrats et pose comme obligation aux acheteurs publics d'intégrer des considérations environnementales dans les marchés publics à tous les stades du marché. Et donc, vous voyez ici à l'écran les différentes étapes pour lesquelles les acheteurs publics doivent prendre en compte ces considérations environnementales. Donc, les considérations environnementales ne sont pas définies en tant que telles. On laisse le libre choix aux acteurs d'adapter celle-ci au marché, aux besoins, à l'offre existante, etc. C'est des considérations qui doivent être prises en compte obligatoirement à partir de 2026. Bien sûr, ce serait une obligation systématique à partir de 2026, mais l'objectif est de s'y mettre dès maintenant. Il y a aussi, je vais peut-être terminer sur... il y a d'autres mesures spécifiques dans la loi climat, c'est le renforcement du contenu des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, les SPASER. Ces SPASER, c'est un outil... c'est un outil politique qui permet à une collectivité ou un établissement public de définir une politique, une stratégie d'achat. Et donc, ce n'est pas seulement un outil technique qui est réservé à la direction achat, mais c'est vraiment un outil qui doit être saisi par le politique. Et on voit que c'est le cas à la région Grand Est. Et donc, on voit que c'est comme ça que ça peut... que le SPASER peut prendre vie et vraiment aboutir à l'atteinte des objectifs qui sont fixés. Donc ces SPASER ont été renforcés, donc à la fois le montant annuel minimal d'achat à partir duquel l'obligation s'applique a été abaissé de 100 millions d'euros à 50 millions d'euros à partir du 1er janvier 2023.
donc à partir du 1er janvier prochain, donc ce qui élargit considérablement le champ des acteurs publics concernés. Voilà, donc les indicateurs également ont été précisés, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement une stratégie qui n'a aucune obligation en termes de contenu, mais cette stratégie doit contenir des indicateurs voilà, sur les taux réels d'achat public relevant des catégories de l'achat socialement, écologiquement responsables, et puis en particulier des indicateurs en termes d'ESS, d'économie sociale et solidaire. Je vais juste revenir sur la slide d'avant parce que je n'ai pas tout mentionné. On a aussi voilà, un objectif d'intégration de matériaux biosourcés dans les rénovations lourdes et les constructions à partir de 2030. Et puis, je voulais mentionner aussi les nouveaux outils. Et après, je développerai de manière plus approfondie sur les outils parce que voilà, au ministère, on est surtout en charge donc de l'accompagnement des acteurs publics dans la mise en œuvre de ces obligations. Et je reviendrai sur tout ce qui est déployé aujourd'hui et qui vient d'être déployé, donc que vous ne connaissez pas forcément aujourd'hui, voilà, pour non seulement développer des obligations, mais aussi montrer comment c'est possible de les respecter. Et donc, notamment, un outil qui doit être mis à disposition par l'État sur des outils de coût du cycle de vie par segment d'achat qui seront mis à disposition des acteurs publics à partir au plus tard en 2025. Donc voilà, c'est une réflexion qui est en cours pour prendre en compte non seulement le prix d'achat, mais également le coût qu'implique cet achat lors de sa maintenance, tout au long de sa vie. Donc les coûts d'entretien, de stockage, de fin de vie, mais également les coûts, ce qu'on appelle les externalités environnementales, donc les émissions de gaz à effet de serre, l'eutrophisation, etc. Donc c'est un outil qui permettra de prendre en compte, voilà, de réfléchir à l'achat non seulement au stade, au moment de prendre en compte le coût non seulement au moment de l'achat, mais vraiment de prendre en compte son coût sur l'ensemble de sa durée de vie. Et c'est un peu un changement de paradigme parce que les services doivent aussi discuter. Il faut voilà, on peut installer aussi une direction transversale ou un agent qui puisse faire le lien entre la direction achat, la direction développement durable, pour vraiment pouvoir voilà. Je vais réussir. Et pour pouvoir vraiment, voilà, vraiment repenser l'achat, non seulement comme un achat à un instant T, mais un achat sur le long terme. Et on voit que ce n'est pas parce que ça coûte plus cher à l'instant T que ça coûtera plus cher sur le long terme. Donc voilà, c'est vraiment repenser son besoin et ne pas se dire j'ai besoin de 300 chaises, mais j'ai peut-être besoin de faire asseoir mes salariés, mes agents, et peut-être que ce n'est pas seulement les faire asseoir, mais les faire travailler. Et certains ne sont pas sur place, certains ont besoin plutôt de travailler sur un fauteuil ergonomique ou de travailler debout. Voilà, et c'est vraiment repenser cette fonction achat. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais voilà, c'était une petite introduction sur ces dispositions. Et donc, je laisserai la DRAF présenter les mesures de la loi Egalim qui ont été renforcées par ailleurs par la loi Climat et Résilience. Je pense que vous avez des slides après. Ce sera, je crois qu'on aura un temps complètement dédié à cette loi-là. Merci Madame Weber pour cette présentation de la loi Climat et Résilience, qui est une loi qui est forte, surtout pour les acheteurs, qui est très impactante, parce que vous l'avez dit, 100% des contrats en 2026 devront contenir une clause de développement durable, que ce soit à travers une condition technique, une condition d'exécution, une spécification technique ou un critère de développement durable.
est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de contrats de marché public qui contiennent effectivement une clause développement durable? Si quelqu'un veut répondre, je crois qu'on échangeait tout à l'heure avec Madame Fabrizi à ce sujet. Écoutez, je suis Nicole Fabrizi, donc plateforme régionale des achats de l'État. J'ai les chiffres de l'Observatoire économique de la commande publique sous les yeux. Je ne les ai pas retenus. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres 2021. J'ai les 2020, c'est les derniers publiés. Tout type d'acheteurs confondus, donc État, collectivité, hospitalier, en nombre de contrats qui comportent une clause environnementale en 2020, c'est 16,8%. Donc 16,8%. Et en montant, par rapport au montant, c'est 18,8%. Donc ce sont là c'est issu donc du recensement économique de la commande publique et de toutes les publications sur le profil unique acheteur de l'État qui est place. Donc pour tout ce qui est au-delà de 40 000 euros. D'accord, merci beaucoup. Donc 16,8%, avec d'ici 4 ans, moins de 4 ans, 100%, la marge paraît très haute pour les acheteurs. Et ça vous paraît entre guillemets réaliste presque d'atteindre sur tous ces contrats-là, tous ces contrats de commande publique qui ont effectivement cette clause développement durable? Vous posez la question au ministère. En tout cas, on voit vraiment que là, c'est un sujet qui a été pris au sérieux par le politique. On avait ce plan national des achats publics durables, mais qui était plutôt une feuille de route, qui n'était malheureusement pas trop suivie, ni d'effectifs, ni de budget. Et là, on a vraiment une réelle volonté politique, notamment aujourd'hui du commissaire général au développement durable, pour qui le sujet tient à cœur. Et je vous présenterai tout à l'heure toutes les mesures, les outils qui sont déployés, et là, un grand nombre ont été lancés à la rentrée. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas d'outils, tant qu'on n'explique pas, et je pense aussi qu'il faut avoir conscience de la portée de cette mesure, c'est-à-dire que considération environnementale, malheureusement ou heureusement, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où on laisse le libre choix à l'acheteur de mettre ce qu'il veut. Donc ça ne veut pas dire que le marché sera complètement environnementalement vertueux, mais qu'il aura au moins mis une certaine disposition, ce qui n'aura pas forcément un impact incroyable, mais ça reste souple dans l'exécution. Donc ça permet d'atténuer l'ambition aussi de l'objectif. D'accord. Parce qu'effectivement, moi, à titre personnel, j'imagine aussi sur d'autres acheteurs, mais c'est une loi qui me préoccupe beaucoup, parce qu'elle est extrêmement impactante. Il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir, des changements qui seront accompagnés. Et vous l'avez dit, j'ai oublié de le mentionner effectivement, mais à la suite de ces 3 tables rondes, Madame Weber présentera des outils qui sans doute seront indispensables pour les acheteurs pour bien appliquer, en particulier, cette loi climat et résilience. Donc, des outils qui seront présentés. Et aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tous les supports vous seront transmis. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations qui sont présentées aujourd'hui. Et puis la captation du coup sera disponible ensuite sur le site de la région. Est-ce que vous avez des questions sur la loi climat et résilience? Oui. Alors, m'entendez? Oui, pardon. Oui, donc Xavier Flamand, responsable marché public du SICOVAD à Épinal. Je voulais savoir si le seuil d'espaceur allait être encore abaissé dans les années à venir. Et si oui, jusqu'à quel niveau? S'il vous plaît. Là, avec la loi du coup climat et résilience, il a baissé à 50 millions d'euros, c'est ça? Et vous voulez savoir si ça va être encore abaissé à l'avenir? Aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Par contre, rien n'empêche les structures publiques, les acheteurs, les établissements publics et collectivités qui ont moins de 50 millions d'euros, d'adopter un SPASER ou équivalent, c'est-à-dire une stratégie d'achat responsable qui définit les priorités de la structure en termes d'achat socialement, écologiquement responsable. Oui, une autre question. Merci. Vincent Poinsignon, oui, on m'entend, responsable du service achat public à la direction de l'achat public de la région Grand Est. Alors, plus qu'une question, c'est une réflexion. On voit que la marche est effectivement très importante, entre 16% et 100%.
Moi, je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, sur certains marchés, je pense notamment au marché de travaux, ça semble presque évident qu'on peut certainement progresser ou en tout cas intégrer assez facilement ce type de considération. Je m'interroge énormément sur tout ce qui est études, parce que là, pour moi, l'intégration de l'environnement dans des études où on a quasiment que de la prestation intellectuelle, ça reste très nébuleux, pour ne pas dire plus. Et après, je pense qu'il y a un vrai défi. Je ne sais pas si on peut en parler pour la région Grand Est, qui est une collectivité de taille importante, mais je pense à toutes les collectivités moins importantes, où là, on a un vrai défi organisationnel, parce que sur tout ce qui a été listé là, je pense qu'il y a beaucoup de Chinois pour tous les acteurs. Donc, pas évident au niveau des petites collectivités. Et dans les grandes collectivités, arriver à sensibiliser l'ensemble des intervenants à la commande publique, et pas uniquement les directions achats, parce que c'est pas elles qui rédigent les cahiers des charges, voire même les intervenants extérieurs. Je pense aux maîtres d'œuvre, je pense, etc. Enfin, tout ce qui peut tourner autour de la maîtrise d'ouvrage public, c'est vraiment très, très important. Donc moi, pour 2026, je ne vais pas dire que je suis inquiet, mais je suis très interrogatif. Voilà, donc c'est plus des réflexions que des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à cette réflexion, justement ? Effectivement, c'est des questions qu'on se pose au niveau des prestations intellectuelles. Voilà, c'est sûr que ce sera moins impactant que pour d'autres segments d'achat, mais voilà, l'objectif est d'intégrer cette réflexion dans tous les achats, et ce sera effectivement minime, sûrement l'impression, ce sera des choses très annexes, mais bon, c'est une réflexion qui est encore en cours là-dessus. On voit qu'il y a des échanges qui se créent justement sur cette thématique. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Rapide, qui est un réseau des acheteurs publics et qui permet de partager à la fois du contenu, des connaissances en matière d'achat durable, mais aussi beaucoup d'échanges entre acteurs publics sur cette thématique de l'achat durable. Et on voit justement que cette question revient souvent et qu'il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. Adrien Toussaint du syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Moi, j'avais une question concernant le périmètre de cette nouvelle obligation pour les considérations environnementales. Je n'ai pas vu la précision de savoir si c'était tous les marchés qui étaient concernés, y compris les achats de faible montant, en dessous de 40 000 euros par exemple, puisque là, ça deviendrait effectivement un peu plus compliqué quand on est sur de la comparaison sur simple devis en termes de mise en concurrence, d'intégrer de l'environnement. Voilà, je ne sais pas, est-ce que ça sera précisé, est-ce que ça a déjà été précisé concernant le périmètre concerné? Je crois effectivement que ça ne concerne pas les tout petits marchés. Après, comment ? Oui. Mais bon, voilà, encore une fois, je pense que cette réflexion peut quand même se faire dans tous les marchés. Et il est à préciser qu'il n'y aura effectivement pas de sanctions non plus. Donc, finalement, ça ne change pas fondamentalement en fonction du seuil. Oui, si je peux me permettre, ces mesures, elles sont pas contraignantes. Hein. Elles sont pas soumises à sanctions. Enfin, elles sont contraignantes, mais elles sont pas soumises à sanctions, justement parce que on a conscience aussi que, en l'absence d'un véritable accompagnement des acheteurs, ce sera difficile à mettre en place au vu des objectifs qui ont été établis. Donc il faut pas non plus s'inquiéter outre mesure forcément de ces objectifs qui sont en effet très très importants, mais qui sont incitatif. Monsieur Nicolas, vous avez une question, je crois. Oui, moi, j'aimerais savoir si dans la salle, il y a des élus. Ok, je suis le seul, donc je m'en vais. Non, mais je veux dire alors juste... Ah, voilà, on est deux. Enfin, merci. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est à vous, les techniciens. C'est à vous d'aller voir vos élus. C'est à vous d'aller voir les syndicats et de prendre le bâton de pèlerin et dire à vos élus ce qui m'est arrivé quand moi je suis arrivé à la région Grand Est. Hein, et Hervé est venu me voir, je ne savais pas du tout ce que c'était le COPIL Orchidée. Je ne savais même pas que ça existait à la région.
Donc, c'est aussi vous, votre rôle de technicien, d'aller voir vos élus, vos présidents de PCI, de dire, écoutez, voilà, il y a 50 millions, vous devez faire un SPASER, et ce SPASER, c'est pour le mandat, pour votre mandat, et vous devez donner des objectifs dans ce mandat pour pouvoir y accéder. Et le mandat suivant, on fera le bilan, et on fera la version 2 du SPASER. Mais je pense que c'est à vous d'aller prendre le bâton de pèlerin, en accord avec les directions centrales à Paris, d'y aller. Mais c'est dans l'air du temps. Je veux dire, moi, quand je discute avec les jeunes, les clauses environnementales, ils sont très sensibilisés. Alors nous, les élus, je suis peut-être un peu âgé, mais il faut quand même il faut y aller, quoi. Il faut pas louper le virage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai cassé l'ambiance. Non ? Bon, alors. Effectivement, la démarche est tout à fait noble. Je pense qu'on s'inscrit tous dans cette démarche écologique de renforcement des achats durables. Après, elle entraîne avec elle quelques inquiétudes, mais qui peuvent être levées. Quand je vois cette loi, parfois j'ai aussi une petite crainte, mais qui est peut-être infondée, mais j'ai peur que ces critères, ces conditions d'exécution, ces spécifications techniques, elles avantagent les groupes qui sont armés, les grandes sociétés qui savent faire des mémoires techniques bien rodées, et qu'au final, on est presque en contradiction avec un autre levier, une autre performance achat qui essaie de l'accès des PME et des TPE. Et il faudrait peut-être qu'elles aussi, de leur côté, est-ce qu'elles seront accompagnées pour justement prendre ce virage avec les acheteurs ? Parce que les acheteurs peuvent imposer des choses, mais encore faut-il qu'en face, les sociétés puissent y répondre convenablement. Je vais juste rebondir sur plusieurs points. Sur les prestations intellectuelles, effectivement, c'est un segment qui est plus compliqué. Il y a quand même des choses qui se font, même au niveau de la région, en termes d'insertion, au niveau des supports, des déplacements, de la façon de travailler, au niveau aussi de la loi avec les logiciels numériques éco-conçus. Donc, on voit qu'il y a quand même un travail qui se fait de façon transverse. Et je veux dire, c'est vrai qu'on a de la chance à la région, hein, puisqu'on a Christine, on a Hervé, on a des spécialistes qui nous mettent aussi en relation entre les services. Du coup, ça veut dire qu'on réfléchit différemment, c'est-à-dire que l'acheteur, le réflexe qu'il doit avoir, et c'est pour ça qu'il y a un plan de formation qui est nécessaire aussi sur l'ensemble des acheteurs, y compris dans les services techniques, c'est pas travailler seul dans son coin. En référer à un groupe de travail qui prend en compte les différents aspects, du durable, et notamment la partie environnementale, puisque je ne dis pas qu'elle est plus compliquée, mais en tout cas, elle est plus complexe, puisque chaque segment va faire appel à des notions différentes en termes d'environnement. Mais c'est possible, hein, on a des marchés, dernier marché de la com avec l'Emaction, on a inséré des clauses et on peut faire quelque chose. Et ça pose aussi la question de prendre en compte un critère qui est plus large en termes de RSE, et même de prendre en compte peut-être et là c'est encore des questions à venir, des bilans de gaz à effet de serre. Là où je rejoins Monsieur Russell, c'est sur la partie TPE-TME, PME, où effectivement, il faut accompagner ces entreprises-là qui ne voient pas l'intérêt de répondre à nos marchés publics parce qu'il faut être, ça reste longtemps, ils nous voient comme des personnes pointilleuses, un peu limite embêtantes, pour être poli, et du coup, ils n'ont pas forcément envie de répondre à nos marchés. Ils sont plus faciles à aller répondre à des marchés privés, moins contraignants, plus faciles d'accès, plus rentables tout de suite. Et c'est pour ça que depuis cette année, avec la CMA, on a la Chambre des métiers et de l'artisanat, on a un partenariat pour former en fait les petites boîtes. Alors soit j'allais dire de façon générique avec des webinaires où justement on décrypte segment d'achat par segment d'achat les attentes de l'acheteur public, comment eux derrière ils peuvent y répondre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont en interne pour pouvoir y répondre, et ça va jusqu'à un accompagnement individuel avec des assistants au niveau de la Chambre des métiers. Encore faut-il connaître ce dispositif-là aux artisans commerçants et qu'ils y voient leur intérêt aussi pour répondre à nos marchés, qu'ils ne se disent pas, de toute façon, c'est que des gros qui auront accès aux marchés régionaux. Alors, c'est faux. On a des plus petits. Moi, je pense aux fermiers d'ici pour la partie traiteur, par exemple, qui, du coup, grâce à ces critères-là, peuvent entrer dans ces typologies de marché. Mais effectivement, il faut un accompagnement et côté acheteur public et côté PME et du coup aussi côté élu. La formation et le déclic qui doit s'opérer dans les mentalités, c'est côté élu et côté service technique.
Donc je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, mais c'est pas infaisable, mais ça reste une grosse marche, oui. Et puis peut-être dire aussi par rapport à l'interrogation de Jonathan, pardon, Hervé Formel de la région, sur l'accès des TPE, PME, nous on a un outil depuis 2 ans maintenant qui nous permet de regarder justement à qui on achète de façon très précise en regardant la typologie de nos fournisseurs. On est à plus de 80% sur l'ensemble de la dépense. Et quand on regarde sur certains segments, on est au-delà de 90%. Les travaux, on doit être à 93 ou 94%. Sur les transports, on est à 97%. Sur la formation professionnelle, autant. En gros, les 20% restants, quand on achète 3 timbres, c'est à la Poste. Et la Poste, ce n'est pas une petite entreprise. Quand on achète de l'énergie, on l'achète à Engie, enfin, je vais dire EDF, excusez-moi, je sais plus. Enfin, voilà, un gros fournisseur d'énergie qui, par définition, est une grande entreprise. Mais quand on retire ces marchés-là, globalement, à la région, et pour en discuter avec d'autres acheteurs, la commande publique bénéficie quand même très prioritairement aux TPE et PME locales, davantage qu'aux grands groupes. Voilà. Et donc, au-delà des initiatives locales que vient d'évoquer Priscilla, on sait aussi que les chambres, en tout cas les réseaux d'entreprises, s'organisent aussi pour commencer à prendre, et de plus en plus, ces questions environnementales à bras-le-corps et fournir des réponses dans leur offre de services qui tiennent compte des exigences des collectivités acheteuses. Mais monsieur Nicolas le disait aussi, le citoyen a aussi ces demandes-là. Donc même si ça ne vient pas que de la commande publique, il y a aussi une commande privée qui est de plus en plus exigeante sur ces questions-là, et les fournisseurs se mettent à la page. Un exemple très concret, on échangeait il y a peu de temps à Strasbourg avec un acheteur des cuisines Schmitt. Il nous disait que sur le bois utilisé pour la fabrication de leur cuisine, ils sont en connaissance de leurs fournisseurs à -4. C'est-à-dire qu'ils ont une traçabilité absolue ou quasi absolue sur la matière première de bois qui va in fine servir à fabriquer leurs meubles. Donc moi, il me semble qu'on se pose beaucoup de questions vis-à-vis des entreprises, mais je pense qu'elles font leur part de réflexion, de travail. Et puis que, comme le disait monsieur Nicolas, le boulot des techniciens, c'est de regarder les outils dont on dispose aujourd'hui, ceux qu'on peut mettre en place, le travail qu'on doit faire de conviction, j'allais dire, à la fois auprès des élus, mais aussi, comme mon collègue Vincent l'a rappelé, auprès des autres services, pour qui, des fois, ça ne parle pas beaucoup, mais que globalement, j'allais dire, les objectifs qui sont ambitieux, qui sont fixés, vont nous permettre à un moment d'avancer tous ensemble. Est-ce qu'on sera au rendez-vous de 2026 avec 100%? On ne sait pas, mais en tout cas, on peut passer, à mon avis, assez facilement et assez rapidement le gap des 20%. Merci à vous. Je vous propose de reprendre le fil de notre table ronde. Ah, il y a encore une question, pardon, excusez-moi. Peut-être encore une rapide intervention. Donc, Alizé Bock de Grand I9+, on est coordinateur du réseau Commande Publique Grand Est. Donc, c'est un réseau qui existait depuis plusieurs années à l'échelle de l'Alsace, qui est passé à l'échelle régionale il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et donc, on travaille sur plusieurs actions, notamment de sensibilisation à destination des entreprises et des TPE, PME, entreprises régionales. C'est un réseau qui a été impulsé par la région Grand Est et l'État. Un grand nombre de structures qui travaillent en lien avec les entreprises sont pas membres fondateurs, CCI, CMA, Chambre d'agriculture, Agence de développement économique. Et donc nous, on travaille au plus près des territoires, en lien avec des référents au sein de ces différents partenaires, à la sensibilisation des entreprises sur des sujets d'accès au marché public. Le sujet des achats durables, on l'a bien en tête, et il y a également des actions de sensibilisation qui sont organisées, donc comme le disait Priscilla Rabier, en lien avec la CMA pour le public artisan, mais également c'est aussi des actions qui se déclinent à destination d'autres cibles d'entreprises. À titre d'exemple, lors de la foire de Châlons début septembre, on a une séquence dédiée aux achats durables qui a réuni une 40aine de personnes, entreprises et acheteurs.
et qui était sur une cible très large. Et donc, ça a été organisé dans le cadre du jeu Arthur et les achats durables, qui est un jeu qui a été conçu dans le cadre de Climaction. Donc, ok, je fais un petit teasing, on en parlera après. Voilà, donc pour dire aussi, donc il y a des actions de sensibilisation pour les entreprises, mais aussi ce qu'on a vu lors de la foire de Chalon, c'est du dialogue entre les acheteurs et les entreprises. Et c'est aussi par des moments comme ça d'ateliers collectifs qui croisent cette cible-là et aussi des rencontres acheteurs qu'on a organisées entre entreprises et acheteurs publics que passe cette sensibilisation à destination des entreprises. Très bien, merci à vous. Pas d'autres questions? On reprend le fil de la table ronde. Donc, je vais passer la parole à Madame Paillon de l'Obsar pour la présentation des outils qui sont développés en lien avec les achats éco-responsables. Fonctionne. Ah oui, voilà. Moi, j'avais le doigt dessus, pardon. Je n'ai pas eu assez de café ce matin. Bonjour à tous. Merci tout d'abord de me donner l'occasion d'intervenir ce matin. Donc, en effet, je suis Nathalie Paillon. Je suis la directrice des études et des opérations de l'Obsar. L'Obsar, c'est l'Observatoire des achats responsables. On est une association qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Notre mission, c'est de promouvoir et sensibiliser tous les acteurs économiques sur l'achat responsable. Donc ça veut dire les acheteurs, qu'ils soient privés ou publics, mais également intervenir auprès des fédérations professionnelles pour que, à leur tour, vous parliez tout à l'heure, à l'instant même, des fournisseurs. C'est évidemment essentiel que les fournisseurs connaissent la manière dont les acheteurs achètent correctement. Et donc, elle prépare les entreprises aux évolutions qui s'opèrent dans le champ de l'achat. Donc on est une association, donc on a des adhérents, je vais les présenter rapidement tout à l'heure. Donc la région Grand Est est adhérente depuis un long moment, et vraiment notre mission c'est ça, c'est à la fois travailler pour nos adhérents, mais aussi intervenir donc dans tout un tas de conférences, d'événements pour porter le message de l'achat responsable. Que l'achat responsable, c'est possible, même s'il y a des difficultés. Il faut se mettre sur la route, c'est ça le plus important. La cible et la cime, elle peut être très très loin. Notre point d'arrivée, il est peut-être très très loin, mais ce qui importe, c'est se mettre en route. C'est un sujet qui existe depuis de nombreuses années, puisque nous, on a commencé à bosser sur le sujet. Les premières chartes achats responsables communiquées aux entreprises, c'était 2009. Donc, vous voyez, c'est déjà il y a 13 ans. Donc, il y a beaucoup d'actions qui ont été déjà menées. Il y a énormément d'outils qui sont à disposition, consultables. Donc, il y a capacité vraiment à agir. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une norme qui existe et qui définit l'achat responsable. Alors qu'on soit public ou privé, c'est la même chose. Le process d'achat et la bonne pratique d'achat est la même. Donc on doit premièrement définir et analyser correctement son besoin et ensuite aller chercher sur le marché la meilleure réponse via du sourcing qu'on peut appeler responsable si on veut. Voilà. Et ensuite on intègre, on travaille notre cahier des charges et puis ensuite on met tout ça dans une consultation jusqu'à la signature et la contractualisation avec ses fournisseurs et sous-traitants. Et puis, dernière étape très, très importante, c'est l'exécution. Donc, pensez, quand vous mettez des choses en œuvre, de pouvoir mettre en place des conditions d'exécution environnementale ou sociale, parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. Avant, moi, j'ai l'habitude de dire que ce n'est que du papier. Donc, ce qui importe dans l'impact, même si aujourd'hui, on ne sait pas vraiment le mesurer, c'est ce qui se passe dans la réalité. Voilà, donc ça, c'était la petite teasing achat responsable. Comment est-ce qu'on met ces considérations là où il vaut mieux les mettre. Donc, je vais vous parler donc de cette norme ISO 20400. Il faut la connaître parce que, en tant que professionnel de l'acte d'achat, vous allez avoir le devoir de transmettre
ce que la loi vous demande, ce que vos élus vous demandent, à l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles vous êtes en relation. Et en fait, une norme, c'est un référentiel. C'est pas vous qui inventez des choses. C'est quelque chose, un référentiel sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, je vous conseille vraiment d'acheter cette norme qui coûte vraiment pas cher. Hein, c'est 120 €. J'ai pas d'action à l'ISO et ni à l'AFNOR, mais faites cette démarche. Et puis aussi donc d'autres outils qui existent, tels que il commence à y avoir quelques bouquins sur le sujet qui vont vous aider aussi au quotidien à implémenter les achats responsables, les considérations, qu'elles soient sociales, sociétales ou économiques. Hein. On a parlé déjà tout à l'heure de l'aspect coût du cycle de vie. Tout ça, vous allez trouver des informations à la fois dans le norme, dans les bouquins, parce que ce qui est essentiel, c'est de comprendre. Ce sujet, alors, je ne suis pas là pour faire la démonstration de l'achat responsable, mais ce sujet, il est pas compliqué. Il faut comprendre l'intérêt, ça c'est le fond de la démarche que l'on souhaite mener. Et ensuite, avec selon le type d'action, de produit que l'on va aller acheter, en général, vous acheteurs, quand vous faites de l'achat, vous connaissez vos fournisseurs, vous connaissez leur métier. Donc en fait, les considérations, par exemple environnementales, que vous allez pouvoir inclure, fondamentalement, si vous parlez à vos collègues ou avec quelqu'un dans la vie, tous les jours, vous saurez dire qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qui est important au niveau social, au niveau environnemental. Donc, il faut, moi je pense qu'il faut un petit peu, entre guillemets, démystifier l'idée de l'achat responsable. C'est loin d'être impossible. Alors, le 100%, de toute façon, le 100%, ça n'existe en rien. Moi, je ne sais pas si vous avez des sujets où vous atteignez toujours vos 100% d'objectifs. C'est rare, surtout que là, ils sont vraiment très, 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 très ambitieux. Donc voilà, donc ciblez... voyez, faites-vous une feuille de route, mettez des points de rendez-vous au moins tous les ans. Voilà, jusqu'en 2025-2026, ça permet d'avoir une perspective. Et puis chaque année, on fait un retour d'expérience. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Hugo parlait tout à l'heure, ou Marline, de Rapide. Allez sur Rapide, cet environnement-là, ce site internet-là, il vous permet en fait de poser des questions à tous les acheteurs publics de France. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé sur ça? Et vous allez voir, en fait, ça marche super bien. Vous avez des réponses, vous échangez vos documents marchés et comme ça, vous allez pouvoir progresser. Ce qui est sûr aujourd'hui, moi, je vous le dis, quel que soit le sujet que vous allez bosser, vraisemblablement, il y a déjà quelqu'un qui a travaillé dessus. Donc, s'il y a un message que moi je veux passer, enfin deux, premièrement, les achats responsables, c'est pas compliqué. Et deuxièmement, s'il vous plaît, ne réinventez pas la roue. Voilà. Donc, questionnez ce qui existe à côté et déjà, comme ça, faites votre propres expériences et comme ça, vous allez forcément avancer et tout le monde va avancer dans le même sens. Et sachez que côté fournisseurs, ils sont au fait, évidemment, de la demande de leurs clients, à la fois parce qu'il y a les acheteurs publics, mais il y a aussi les acheteurs privés qui, même s'il n'y a pas de loi, en fait, sont très, très, très sollicités pour travailler sur ces sujets-là. Donc, le marché est prêt, donc voilà, il faut y aller, quoi. Voilà. Alors là, je vais aller très, très vite parce que je suis très bavarde. Juste deux mots donc sur les adhérents. Donc nous on travaille avec tout type d'organisation, qu'elles soient petites, donc des PME, jusqu'aux grands groupes, et à la fois la même chose sur le côté sur le public. Donc on a des petites mairies et on a des ministères et on a des régions. Voilà. Nous notre objectif c'est de faire partager les pratiques au sein de toute cette communauté, parce que les pratiques et l'achat responsable c'est le même partout. Certes, dans la commande publique, vous avez une réglementation, ok, le cadre est peut-être un peu plus restrictif que dans les marchés privés. Les marchés privés, il y a la loi aussi, hein. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, ils ont des obligations aussi. Donc on n'est pas très très différents, et encore une fois, quand on regarde le métier d'acheteur, les bonnes pratiques sont les mêmes, hein. Le process d'achat, c'est le même qu'on soit dans le privé ou dans le public. Voilà. Alors, quelques outils, parce qu'il y en a certains, même si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez y participer. Et c'est vrai que dans cette démarche d'achat responsable, il y a
il y a 2 éléments essentiels. Échanger, donc c'est super que vous soyez là aujourd'hui, qu'on soit sur un format table ronde, vous pouvez poser des questions, voilà, il faut échanger entre pairs et il faut être curieux, donc se former, s'informer, souvent c'est plutôt s'informer d'ailleurs que se former, hein, parce que bon, c'est pas très compliqué, on n'est pas sur des métiers, on n'a pas besoin de connaître un métier quand j'achète ce métier. Donc, vous avez besoin donc d'être ouvert aux informations, à ce qui se passe ailleurs. Et donc, ça, c'est très, très important de pouvoir échanger entre vous et de pouvoir rencontrer, ensuite, ça, c'est le deuxième aspect, le marché. Parce que, encore une fois, le savoir-faire, il est côté fournisseur. Si vous organisez, ça existe de plus en plus, j'imagine que vous faites ça aussi au niveau de la région, des réunions avec des événements avec des fournisseurs, vous exposez, ne serait-ce que exposer vous-même vos politiques sur votre territoire. Vous organisez une réunion avec les entreprises du territoire, vous exposez vos achats de l'année qui va venir. Et là, vous allez voir, vous dites, vous mettez l'accent sur le volet environnemental, et ce qui vient de la loi Egalim, de la loi Climat et Résilience, et vous allez voir que vous allez avoir des fournisseurs qui sont prêts à répondre. Donc le truc vraiment, moi je pense dans les achats responsables, c'est d'être ouvert, c'est d'être dans la communauté et d'oser partager. Et même si vous vous sentez pas super à l'aise, c'est pas grave, vous serez sur un sujet pas à l'aise, mais sur un autre, vous aurez déjà travaillé sur un achat en particulier et vous pourrez partager à travers la communauté. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc participer à des événements, que ce soit des groupes de travail, que ce soit des conférences, des matinales, vraiment informez-vous. Alors nous, c'est ce qu'on fait évidemment à l'Obsar très fréquemment et plus évidemment, notamment sur les groupes de travail pour nos adhérents, puisqu'il faut quand même qu'on leur donne des choses particulières. Et donc, je vous encourage à nous rejoindre. Voilà, mais encore une fois, il y a plein de choses que auxquels vous pouvez avoir accès. Et notamment parmi les éléments dont vous reparlerez peut-être, on s'engage, nous, on ne travaille pas que pour nos adhérents, et on s'engage sur un certain nombre de sujets qui sont importants. Au niveau, vraisemblablement, de vos périmètres, vous avez sûrement 2 sujets qui commencent à prendre un peu plus de poids, c'est la décarbonation des achats et l'économie circulaire. Ces 2 sujets sont aujourd'hui des sujets porteurs pour vos démarches de commande publique responsable ou durable, appelez comme vous voulez. Ces 2 sujets, en fait, correspondent à des enjeux très importants actuels. Et l'acheteur, de par le poids économique qu'il représente d'entraînement de la société, est vraiment une fonction vitale pour pouvoir mettre en œuvre les actions des territoires sur les émissions carbone, la baisse des émissions carbone, et sur la mise en œuvre de l'économie circulaire avec tous ces points positifs. Et là, on a 2 grands spécialistes, Hugo et Marline, qui pourront vous en parler vraiment dans le détail plus tard. Voilà. Et donc, les outils aussi qui vont être mis à disposition, c'est par exemple le programme Achat circulaire et solidaire. Tu en parles, Hugo, tout à l'heure ? Ok. Donc il y a un programme qu'on fait, voyez, on se connaît bien parce que forcément on travaille ensemble, qui est un programme d'accompagnement aux achats circulaires. Donc aujourd'hui on a un peu plus de 200 participants, un peu plus de 200 acheteurs publics qui sont intégrés dans ce programme. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On organise des webinaires par famille d'achat, parce qu'en effet on va acheter par famille d'achat, donc il faut qu'on ait qu'on sache quoi demander. Et donc, on a développé une grille d'analyse pour vous aider
à trouver des idées pour mettre en place, par exemple, quand j'achète du mobilier, donc ça c'est le prochain webinaire, donc qui a lieu d'ailleurs mardi prochain, le 29 à 11h, et retour d'expérience acheteur le 13 décembre à 11h. Donc, je vous encourage à vous connecter, ça c'est gratuit. Comment est-ce que je peux acheter du mobilier en intégrant les principes de l'économie circulaire? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui existent, et donc ensuite, tous ces webinaires, en fait, ils constituent une base de ressources, un centre de ressources absolument phénoménal. Hein. Ça commence à être vraiment très, très important, ce qui a été développé à travers ce programme Achat circulaire et solidaire. Vous voyez, il y a le solidaire, parce qu'il y a aussi l'aspect solidaire qu'on intègre dans ce programme. Et donc ça, c'est de la ressource qui est accessible à tous. Donc en fait, aujourd'hui, tout acheteur qui fait de l'achat mobilier, dans un mois, il ne peut plus dire qu'il n'a plus aucune information pour intégrer des dispositions environnementales ou sociales dedans. Il va avoir même 30 exemples de ce qu'il va pouvoir faire. Voyez, donc, et ça c'est que nous qui le faisons, mais il y a plein d'autres programmes qui existent comme ça. Il y a plein de réseaux de l'achat public qui créent des outils. Le dernier sous le PNAD, c'est l'AREF. Donc l'AREF, je ne sais pas si ce sera évoqué tout à l'heure, tout ça en détail. Okay. Ouais. Voilà, donc en fait, l'information aujourd'hui, elle est là. La difficulté, c'est le foisonnement. Mais grâce au PNAD, on va avoir justement la possibilité comme ça d'avoir toutes ces ressources incluses à un seul endroit, avec aussi des projets. Moi, je ne suis pas du PNAD, donc j'en parle, je ne sais pas si c'est autorisé, sur toute la partie formation, sensibilisation, parce que là aussi, on développe tous des e-learning, il y a des webinaires dans tous les sens. Il faut absolument réussir à concentrer toute cette ressource pour la rendre disponible facilement pour que, finalement, tout le monde ait accès à cette information-là. Donc nous, on œuvre pour ça. Et là, mais moi, je crois que je vais être obligée de m'arrêter là, en fait. Si je vous dirais juste un dernier mot, c'est pas l'Obsar qui développe cet outil, mais c'est donc la médiation des entreprises. Donc au niveau de l'État, donc ministère de l'économie et des finances, depuis une dizaine d'années, il y a une démarche de charte achat responsable et relations fournisseurs que vous connaissez peut-être. Donc c'est une charte en fait qui permet aux organisations là aussi publiques et privées de s'engager en fait dans une démarche achat responsable. C'était bien avant les Spazer, hein, cette démarche. Donc aujourd'hui on peut le faire en parallèle du Spazer d'ailleurs. Et dans cette charte en fait, suite à la signature de cette charte, on peut rentrer dans ce que vous voyez ici, là, le parcours national des achats responsables. Donc, c'est des points ce sont des points de rendez-vous dans une démarche qui permet de se professionnaliser, de maturer ces processus achats responsables. Et on peut aller jusqu'à l'obtention du label. Le label achat responsable et relations fournisseurs. Et je ne sais pas si Région Grand Est, vous êtes labellisé, non, pas encore. Voilà. Et donc là, il y a des collectivités, il y a des ministères, mais il y a aussi des entreprises et même des PME qui arrivent à se labelliser. Et l'avantage, c'est que grâce à ce parcours, vous avez une certaine reconnaissance de votre processus achat responsable. Et donc, ça vous permet de gagner... en tout cas de transmettre de la confiance aussi vis-à-vis de votre chaîne de valeur. Et par exemple, là, Hervé parlait tout à l'heure du groupe Schmitt, ils sont labellisés depuis très longtemps, hein, depuis 2 fois, c'est des cycles de 3 ans. Et en fait, oui, à travers, alors c'est pas la labellisation reconnaît que leur pratique est vraiment très responsable, mais c'est aussi grâce à la labellisation qu'ils ont pu approfondir certains aspects de leur démarche achat responsable. Donc tout ça, c'est de l'auto-entraînement. Hein, c'est un cercle vertueux. Donc moi, mon message pour terminer, c'est d'avoir confiance en vous pour vous lancer ou pour accompagner ce mouvement de l'achat responsable ou achat durable. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. La loi vous porte, les outils sont là.
Donc, si vous ne connaissez pas, il faut aller être un petit peu curieux et aller regarder ce qui existe en prenant un sujet du SPASER. L'économie circulaire, c'en est souvent un. Le volet social, c'en est souvent un autre. Voilà. Et vous allez investiguer avec les informations qui sont déjà disponibles autour de vous. Vous discutez avec vos pairs sur Rapide. Et là, vous allez avoir une capacité d'entraînement qui va être phénoménale. Et une fois qu'on est entraîné, c'est facile de pouvoir, d'être de plus en plus responsable, parce que la boule de neige, vous voyez, elle devient de plus en plus grande. Et ça devient tellement naturel d'intégrer ce type de considération que c'est naturel, donc c'est facile. Merci beaucoup, Madame Paillon. Avant de passer aux questions, je vous propose de poursuivre directement avec Madame Rabier, pour rester un peu dans cette logique de réseau, parce que vous allez nous présenter, je crois, les groupes de travail éco-responsables qui sont menés par la région. Donc, je suis Priscilla Rabier, je travaille au service économie circulaire, dont on vient de parler, des forts enjeux du moment, effectivement. Moi, là-bas, je suis en charge de l'observation des données économie circulaire et déchets. Pourquoi, finalement, depuis 2 ans, on a mis en place cette action? C'est parce que à la région, on a eu un transfert de compétences avec l'élaboration du plan de prévention de gestion des déchets qui a été intégré au SRADET. Et on doit répondre, effectivement, par ce plan, à un certain nombre d'objectifs en termes d'économie circulaire. Une des actions qui découle, en fait, de cette planification, c'est de l'accompagnement et des entreprises et des collectivités à l'achat éco-responsable, puisque c'est un des leviers et de développement économique local, et c'est là où les élus sont souvent attentifs, c'est que cet achat va permettre de développer l'économie locale en simplifiant l'accès aux TPE, PME, mais aussi en achetant plus durable. Parmi ces actions-là, on a 2 cibles, les entreprises. Donc, on a un partenariat avec les CCI qui mènent des webinaires et de l'accompagnement, individuel auprès des entreprises et des accompagnements collectifs. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais il y a des actions externes qui sont faites. Au niveau de la CMA, j'en ai parlé juste avant, ça émerge aussi. Et au niveau des collectivités, on est venu me chercher en me disant ça serait bien qu'on développe ce retour-là, sachant que la politique est partagée avec l'ADREAL, l'ADEME et les services de l'État, l'ADEME et la région, cette politique économie circulaire. Ça serait bien de mettre en place des actions en faveur des acheteurs publics de la région Grand Est, parce que vous, à la région, et c'est vrai, on a de la chance d'avoir le service d'ingénierie dédié avec un schéma éco-responsable qui date de 2017, qui est sous l'égide d'Hervé, de Christine, de Marie, et même si on est 350 acheteurs, on a toujours ce support-là. Par contre, toutes les petites collectivités du Grand Est, avec des acheteurs qui vont acheter aussi bien une baguette de pain qu'un marché de travaux, qu'un marché de fourniture ou de prestations intellectuelles, ils n'ont pas cette ingénierie-là. Donc il faut pouvoir les aider à monter les premières marches pour aller justement vers ces objectifs nationaux d'insertion de clauses environnementales et de favoriser cet accès-là. Donc ça, c'est le lien avec l'autre prisme qui est l'atteinte d'objectifs économie circulaire à travers une action qui est l'achat éco-responsable. Je pense que c'est ça. Ah, c'est ce truc-là. J'étais pas spécialiste, du coup j'ai été voir notre service dédié. J'ai dit comment on pourrait travailler à avoir quelque chose qui soit très pratico-pratique, parce que les acheteurs n'ont pas forcément le temps, ils savent pas où chercher l'info. Certes, on doit rendre ça simple, mais c'est pas si simple. Ce que je disais, l'environnement, finalement, on peut pas faire du copier-coller d'un segment d'achat à un autre. Donc, faut vraiment, segment d'achat par segment d'achat, travailler le sujet. Et du coup, pour être acheteur aussi de façon ponctuelle en termes de prestation de service, je me dis, moi, il me faut du concret, il me faut un outil pratique, limite où je fais un copier-coller adapté à mon marché, quoi.
Donc, on a monté ces groupes de travail qui datent de 2 ans maintenant, qui ont connu un fort engouement et qui sont toujours du même type, qui sont des formats de 2 heures parce que voilà, on est tous contraints aussi par le timing. Il y en a à peu près 3 à 4 par an, où on fait un rappel du contexte réglementaire. En gros, les services de l'État nous accompagnent pour rappeler aux acheteurs voilà, les textes à mentionner dans le marché public en question, en fonction du segment d'achat. On fait des retours d'expérience, donc souvent on part d'un de nos marchés et puis on le décortique. On dit voilà, au niveau du règlement de consultation, voilà le pourcentage qu'on a mis. Voilà au niveau du CCAP, du CCTP, les clauses qu'on a mentionnées. Et puis le retour d'expérience aussi mentionne là où on a eu des difficultés, là où on a des retours positifs, des retours négatifs, combien ça a coûté, est-ce que c'est vrai que ça coûte plus cher qu'un marché classique, est-ce qu'on s'y retrouvait, quel était le retour derrière. On demande aussi aux collectivités qui sont présentes et puis aux acheteurs publics qui sont présents de faire de même un retour d'expérience. Et on demande aussi à avoir le point de vue de l'entreprise qui a répondu au marché. Pourquoi ? Parce que derrière, l'entreprise qui est lauréate ou qui a candidaté à notre marché va nous dire des points d'amélioration en termes d'écriture du marché. Dernièrement, je pense au GT sur les espaces verts. Concrètement, l'entreprise a dit, voilà, sur ce point-là, il faudrait écrire ça de telle façon pour pouvoir répondre plus facilement. Ou alors sur la grille des traiteurs, là, c'est facile parce que du coup, on avait tout de suite les éléments qu'on cherchait. Il n'y a pas eu de difficultés. On n'a pas eu à pondre un rapport développement durable où derrière vous, c'était difficile d'aller chercher l'info. Le questionnaire facilite l'accès aux TPE, aux PME, facilite l'accès à l'entreprise, évite de faire perdre du temps à chacun et nous en tant qu'acheteurs pour derrière analyser le marché et eux en tant que lauréats pour répondre à nos marchés. Donc ça, c'était intéressant. Et puis le format permet aussi, vu que voilà, la région Grand Est est très étendue, de rassembler en fait les clausiers, les CCTP, les guides, les différents supports qui sont présentés sur ce Teams. Donc c'est assez simple de rejoindre le groupe en question puisqu'il suffit juste de me contacter et j'ajoute la personne sur le groupe de travail. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, là, j'ai juste illustré les différentes thématiques qu'on a abordées par rapport à ces groupes de travail. Donc, les produits de nettoyage, les prestations intellectuelles, les travaux. Donc là, c'était sur toute la journée parce qu'il y avait aussi le même pendant du côté marché exemplaire où c'était intéressant aussi de voir la mise en œuvre du marché. Les traiteurs. On a eu aussi un groupe de travail en début d'année où on a fait matcher les acheteurs publics et les acheteurs privés pour confronter en fait les points de vue et comment ils travaillaient chacun. Et finalement, c'est souvent effectivement les mêmes problématiques et autour d'un jeu que je vais vous présenter juste après. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Sur les achats durables pour sensibiliser en fait et échanger la façon de raisonner, faire basculer en fait d'un point de vue culturel comment on appréhende le marché au moment de la définition du besoin. Donc, le dernier groupe de travail, c'était sur la présentation d'outils, où justement, l'idée, c'était de présenter en collaboration avec les services de l'État tous les outils à disposition pour les acheteurs publics et de pouvoir se repérer en termes de textes à prendre en compte et puis d'échéances à avoir en tête aussi sur cette problématique-là. Voilà. Alors, non, là, c'est juste un retour rapide sur ce groupe finalement qui date de début 2021, fin 2020, où on avait 102 acheteurs qui étaient inscrits. À présent, on en a 187. Au départ, c'était que des collectivités. Et comme vous le voyez sur le camembert, on a de plus en plus d'acheteurs aussi, des services de l'État, des bailleurs sociaux aussi, qui ont les mêmes problématiques aussi. Et en moyenne, on a entre 35 et 75 présents au groupe de travail thématique. Donc, j'allais dire pourquoi on a autant doublé le nombre d'inscrits, c'est parce que justement, il y a l'aspect très pratique
que recherche acheteur, parce qu'on est, voilà, on n'est pas tous des spécialistes de tout, quoi. Enfin, faut arrêter de dire qu'on est pluridisciplinaire, qu'on est capable d'acheter tout de la même façon. Voilà, si certains ont avancé sur des sujets et peuvent effectivement capitaliser pour d'autres, on est preneur. Et surtout, je pense aux petites collectivités qui n'ont pas les moyens humains et qui n'ont pas la chance d'avoir un service comme nous à la région. Et si on peut les aider à estimer les bonnes pratiques et à avoir des outils pratico-pratiques, voilà, c'est l'objectif du groupe de travail. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce que je suis encore en slide? Je ne pense pas. Ah oui, le fameux jeu mentionné. Donc, on a une petite boîte là, je ne sais pas si vous l'avez sur le bureau, qui est juste derrière, qui est en fait un marché qu'on a passé aussi avec ces clauses-là éco-responsables, avec un prestataire local qui est finalement à 100 mètres de la région Grand Est, un concepteur de jeux pédagogiques, ludiques, et pour animer et sensibiliser et les acheteurs, et j'ai dit peut-être la prochaine étape, et les élus, à la prise en compte de l'ensemble des aspects durables quand on élabore un marché. Donc, moi, je suis assez contente parce que toutes les fois où on a utilisé ce jeu, ça a rencontré un franc succès, et ça permet effectivement de changer de la façon d'acheter, parce qu'on est souvent le nez dans le guidon quand on achète toujours de la même façon, on a nos habitudes, on a, j'allais dire, oui, voilà, une certaine routine. Et là, ça permet de casser cette façon de voir, d'échanger aussi avec ses pairs sur la façon dont on achète. Donc, si vous avez des ateliers de sensibilisation, d'animation, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a en ligne, en fait, une charte pour pouvoir utiliser le jeu dans vos actions de sensibilisation auprès de vos élus, auprès de vos acheteurs publics. Le jeu s'acquiert, on peut l'acquérir ou ça passe forcément par vous? Comment ça fonctionne? On peut l'acheter aussi, mais du coup là il faut aller directement contacter Monsieur Freund. Là on est en train de voir avec les services de la région justement sur la clause de confidentialité si on peut passer, mais normalement c'est en bonne voie.